Vous écoutez Expérienceur, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur les phénomènes hors normes tels que les sorties de corps, la clairaudience, la télépathie, les prémonitions, les contacts avec les défunts, etc. etc. Expérienceur, une porte d'entrée dans le monde invisible vécu de l'intérieur. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Lilly qui, avant de nous présenter l'INRES, va nous partager son cheminement depuis ces perceptions étranges qu'il a vécues dans l'enfance à la place qu'il occupe aujourd'hui. Donc Sébastien, vous avez un parcours atypique. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Inexploré, président de l'INRES, donc l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, mais aussi producteur, réalisateur, et pourtant, comme vous allez l'entendre, quand on le rencontre, c'est l'humilité, la simplicité et l'humanité qui se dégagent. Bonjour Sébastien. Bonjour Audrey, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette belle présentation. Effectivement, j'ai plusieurs casquettes, mais le maître mot sur mon chemin, c'est aussi l'humilité. Vous avez bien vu, ouais. Hmm. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler déjà en premier de ces perceptions un peu étranges que vous avez vécues dans l'enfance? Ouais, euh, il est vrai que moi j'ai grandi dans une famille extrêmement aimante, mais qui ne m'a pas spécialement éduqué à l'extraordinaire ou à l'invisible. Et à l'adolescence, j'ai vécu ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Donc une déception immense, puisque j'étais un des seuls élèves hein, au lycée qui savaient réellement ce qu'ils voulaient faire, à savoir rejoindre une prestigieuse école d'art. Et rien ne s'est passé comme prévu. Ça a été un effondrement terrible pour moi, de mon tunnel de réalité, de mes valeurs, de mes croyances. Et ces croyances se sont effondrées et ont laissé place effectivement voilà, parce que je n'ai pas pu rejoindre hein, cette fameuse école. Il m'est arrivé des problèmes administratifs divers et variés. Enfin, je vous épargne tous les détails. Mais du coup, ça m'a permis de vivre effectivement des expériences extraordinaires qui ont commencé de manière très, très anodine, avec des intuitions, des prémonitions. J'ai commencé à entendre effectivement des voix qui venaient me parler, qui venaient parfois surligner ce que je pensais. J'avais vraiment beaucoup de mal justement à faire la différence entre ce qui se jouait dans ma tête, dans mon intériorité, et puis éventuellement d'autres informations que je captais et qui étaient à l'extérieur de moi. Tout ça se mélangeait maladroitement et je ne connaissais pas en fait ces sujets jusqu'au jour où en 2007 effectivement j'ai rencontré Stéphane Alix et avec qui j'ai co-créé l'INRES puis Inexploré. Et maintenant, depuis 2007, je suis engagé cœurs et âme dans cette belle aventure. Effectivement, j'ai appris beaucoup de choses durant cette aventure, et notamment à voir que l'invisible avait une place énorme dans nos vies et qu'on s'en rendait souvent très peu compte. Et finalement, tout ça a démarré pour moi à l'adolescence, effectivement. Mhm. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus ce phénomène de voix et ce phénomène, en fait, bon, voilà, recevoir des informations par clairaudience fait souvent très très peur, hein. Comment vous Ouais, l'avez vécu à l'époque? moi j'étais dans un effondrement qui était plutôt lié à mon parcours éducatif, professionnel. Donc c'était comme une couche supplémentaire d'incompréhension. Donc je ne l'ai pas du tout perçu comme quelque chose de pathologique, parce que je ne me suis pas laissé verser finalement dans ces voies. Elles venaient s'additionner quelque part à ma réalité, ou ces intuitions, ou ces fulgurances. Euh, et je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps qu'elles venaient m'apporter en fait des informations. Donc ce que j'avais du mal à l'époque, c'était de réussir à expliquer et à partager ça aux autres. Et c'était terrible pour moi parce que j'ai eu une éducation extrêmement rationnelle et du coup, je manquais de prise en fait sur la réalité pour décrire ce que je vivais, pour aussi légitimer quelque part ce que je pouvais soit ressentir, soit anticiper, parce que certaines voix effectivement étaient de l'ordre de la prémonition aussi. Et du coup, je ne réussissais pas finalement à l'intégrer dans mon tunnel de croyance, en tout cas à l'époque, hein, durant l'adolescence. Et du coup, j'en parlais le moins possible, en fait. Moins j'en parlais,
mieux je me portais. C'était un petit peu ça et je ne réussissais absolument pas finalement à m'en servir non plus parce que ça tombait, presque comme un fardeau. Je me mettais à ressentir des choses, des mémoires d'un lieu, je me mettais à ressentir finalement ce que pensait une personne en face de moi. Je me sens je pouvais avoir des flashs d'événements futurs. Je pouvais, voilà, ressentir tout un tas de choses qui étaient pas spécialement utiles, en fait, justement, dans mon cheminement et dans mon parcours et ça me mettait plutôt mal à l'aise, en fait, à l'époque, même si ce que je vivais m'intriguait beaucoup et heu et donc bah, je laissais ça de côté, en fait. J'en parlais pas à ma famille parce que, bah, on ces choses-là, on n'en parle pas, en fait. C'est de l'ordre de l'intime, et vu que je suis quelqu'un qui partage déjà peu, son intériorité, j'allais pas me mettre à partager des choses sur des voix ou des sensations qui étaient de l'ordre de l'extraordinaire, mais qui étaient surtout de l'ordre de l'étrange, comme vous l'avez signalé au début. Donc je vivais avec, mais sans comprendre réellement. Et puis, voilà, de lecture en lecture, d'expérience en expérience, j'ai commencé à me faire une meilleure idée jusqu'au jour où, bah, j'ai rencontré, Stéphane Alix, on a co-créé l'INRES et là, je me suis rendu compte que j'étais pas seul dans cette aventure justement de l'extraordinaire et en rencontrant, bah, des médiums, des sages, des expérienceurs, d'autres personnes comme moi, en travaillant aussi, hein, sur mon intériorité, sur ce qui se joue en nous parce que c'est un beau bazar finalement dans ces informations qui nous parviennent. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'émotion? Qu'est-ce qui est de l'ordre du mental? Qu'est-ce qui est de l'ordre justement de voies éventuellement, spirituelles ou extérieures à nous? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'information? Qu'elle soit effectivement, sous forme de mémoire ou de l'ordre du futur ou du passé. Bah, en fait, il faut apprendre à faire le tri, dans tout ça et ça a été un petit peu le cheminement de 20 ans à aujourd'hui. J'ai essayé de faire mon petit bonhomme de chemin pour mieux me comprendre et aujourd'hui, je peux dire qu'effectivement, mon comment dire? Mon tunnel de réalité ne ressemble pas du tout à celui de mon adolescence. Hmm, c'est clair. Est-ce que tant, j'ai le sentiment que tant que ces phénomènes n'ont pas de sens, en fait, il y a de la souffrance. Est-ce que vous partagez ça? Bah, je pense que c'est vrai pour tout. Heu, quand on n'a pas de quand on n'est pas ancré quelque part, dans le quotidien et quand on fait pas des choix effectivement de cœur ou de sens, quelque part on cache effectivement une souffrance. Alors, notre monde est ainsi fait, comme le disent les traditions. Effectivement, beaucoup de choses sont de l'ordre de la souffrance, hein, le désir et tout ce qui nous amène aussi à profiter de la vie. Mais il faut faire attention effectivement à ne pas, tourner finalement dans le bocal comme, d'autres poissons le font de manière, ignorante. Parce que sinon bah, voilà, on se cogne la tête contre la vitre et ça fait mal. Et c'est ça qui nous amène à essayer bah, de chercher le sens en fait, de notre chemin, à essayer de transformer aussi le destin en chemin. Et c'est ça finalement qui a été, le cœur de ce travail presque psychothérapeutique, hein, dont je parlais, parce que apprendre à connaître sa vie intérieure, bah, c'est aussi apprendre à se connaître soi, apprendre à savoir, bah, ce qui fait sens dans sa vie. Ça va, du choix, d'un pain au chocolat le dimanche matin ou non, à un choix de carrière et à toutes les relations aussi humaines qu'on peut tisser pour apprendre à dire oui, apprendre à dire non. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est cohérent? Ça demande de comprendre finalement le sens de notre existence, de comprendre notre, place sur terre et c'est aussi le rôle de la spiritualité donc c'est un vrai chemin et je pense que tant qu'on n'essaie pas effectivement de se questionner sur le sens, on peut tourner dans le bocal, on peut penser que tout ira bien, mais attention, c'est jusqu'au jour où aussi on se cogne la tête contre la contre la paroi donc à nous de choisir, à nous de voir ce qui est juste. Mhm. C'est clair, c'est clair. Et est-ce que vous avez senti de l'isolement finalement avec ces phénomènes inexplicables sur le moment? Ah bah, de 15 ans à 20 ans, oui, ça a été terrible pour moi parce que je, je vivais une nuit noire de l'âme parce que, bah, je me suis bien rendu compte à un carrefour aussi, important qu'à l'adolescence, que quand ça se passe mal, bah, c'est difficile en fait de comment dire? De sauver un petit peu la mise parce que ce genre d'école, hein, pour prendre cet exemple, bah, elle vous prend,
sur la première année, mais déjà la deuxième, c'est compliqué. Alors bon, moi, 2 années de suite, j'avais beaucoup travaillé comme on m'avait invité à le faire pour rejoindre, voilà, cette fameuse école et puis, bah, rien ne s'est passé comme prévu donc humainement, intérieurement, ça a été extrêmement difficile et se rajouter un certain nombre de phénomènes étranges, mmh, effectivement qui me questionnaient, en fait, sur moi-même, sur ma capacité à rester lucide, sur ma folie, certains le diront et emploieront ce mot. Moi, j'ai pas eu le sentiment de devenir fou, pour reprendre ces mots-là. J'ai eu le sentiment d'être perdu. C'était vraiment effectivement la problématique qui était la mienne et effectivement de ne pas voir le sens de ce que je traversais. Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que, bah, des nuits noires de l'âme, il y en a beaucoup en fait, hein. Il y a beaucoup de gens qui traversent ce genre d'épisode ou des épreuves, hein, quelles qu'elles soient. Il y a un nombre incalculable de gens aussi qui, vivent des pressions, hein, quelles qu'elles soient. Je me rappelle plus le chiffre, mais il est gigantesque et du coup, on nous apprend pas quelque part à traverser ces moments qui sont aussi riches en fait. Hein, je le disais, mon tunnel de réalité s'est effondré, mais en fait, ce qui s'est effondré, c'est surtout ce qui n'était pas solide, en fait, hein, ce qui n'était pas enraciné, ce qui n'était pas clair. Et donc, ça nous laisse quelque part avec un tunnel de réalité qui change, mais qui, normalement, s'éclaircit, qui va nous apporter aussi une forme de lumière, une forme de guidance qui va être, jouissive en fait et qui va être joyeuse pour le reste de l'existence. Mais il faut traverser cette épreuve-là et moi je n'en percevais pas le sens. Je regardais autour de moi, tout le monde continuait son petit bonhomme de chemin, certains avec beaucoup plus de chance que moi et je me disais: «Mais pourquoi ça arrive à moi tout ça?» À la fois cette épreuve, difficile, visible et rationnelle et à la fois tous ces événements un peu étranges qui venaient en plus de ça complexifier effectivement mon parcours et puis, bah, avec le recul, voilà, je me suis aperçu que, bah, j'aurais jamais créé l'INRES C'est effectivement ça. Mmh. si j'étais pas passé par là. J'aurais sans doute, eu une vie totalement différente et donc ce qui peut être, de l'ordre de la difficulté, un jour, peut aussi révéler un sens profond, voire une utilité dans les années, qui suivent. Donc, il faut garder la foi, il faut être accompagné et il faut justement un petit peu plus de d'informations, en fait, sur ce que peut représenter une dépression, une nuit noire de l'âme ou ce genre d'épreuve qui participent justement à nous inviter à trouver, notre voie du cœur, le sens de l'existence et ça, c'est capital au jour d'aujourd'hui. Et comment vous interprétez finalement maintenant ces voix que vous avez entendues? C'est toujours la grande question, qui me parle? Qui nous parle? C'est ça. Hem, moi Est-ce que vous je arrivez à différencier? bah, j'ai appris à différencier certaines choses. J'ai appris à différencier ce qui est de l'ordre de l'émotion, hein, comment dire? Cette information souvent très corporelle qui vient, déjà nous signaler quelque chose, et qui est souvent reliée, à notre histoire, à nos vécus aussi, hein. C'est vrai que quand on passe, par exemple, par une épreuve très typée, eh bien, quand on repasse au même endroit, on va avoir des petits frissons et on va se demander si c'est pas une nouvelle épreuve qui nous attend, au prochain tournant. Et ça, voilà, ça demande un certain, travail pour faire justement la différence entre, ce qui peut être de la répétition, hein, et presque du schéma répétitif ou, du cycle karmique, de l'ordre de aussi d'un vécu qu'il faut savoir, pacifier pour justement prendre les bonnes directions au prochain carrefour. Il y a évidemment le mental qui lui vient filtrer toutes les informations qui nous parviennent, hein. Quoi qu'il arrive, toutes les informations seront filtrées par le mental. Donc il faut s'en méfier quand on parle d'intuition, d'émotion ou que sais-je, parce qu'effectivement toutes les données invisibles passent par notre cerveau et vont être quelque part possiblement réinterprétées. Et c'est quand on connaît, je pense, déjà tout ce qui est de l'ordre un petit peu, du biologique, du raisonné et du raisonnable, qu'on peut aussi s'intéresser à ce qui, l'est moins. Et effectivement, bah, il y a tout un éventail, de l'intuition aux perceptions extrasensorielles, hein. J'entends intuition par illumination. Des fois, il y a quelque chose qui nous frappe comme un éclair de génie qui se révèle, voilà,
de l'ordre de la vérité ou ultime, ou de l'ordre de quelque chose qu'on ne peut plus nier. Et ça, c'est vrai que ça, voilà, ça rejoint certains courants mystiques qui nous en parlent très bien. On a l'impression de savoir finalement ce qui se joue derrière le voile des apparences. Il y a aussi les perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire que on n'est pas dans quelque chose de très mystique, mais voilà, on s'est mis à capter ce que le voisin à côté pensait et puis finalement, on se rend compte qu'au moment où on en parle ou au moment où il en parle, bah, on avait exactement la même chose à partager. Enfin, là, on peut dire que finalement, on est plutôt dans quelque chose de très parapsie, et puis, bah, il y a sans doute, je pense, un univers qui est constitué d'informations, que ce soit, dans le futur, que ce soit dans la notion des archétypes, que ce soit, voilà, dans ces domaines-là, où aussi on peut capter des informations, hein. Les lieux, le futur, enfin, j'ai l'impression que l'univers tout entier porte des informations qui peuvent nous parvenir et qui sont encore d'une autre couleur presque. Et puis, bah, il y a sans doute aussi des voix, peut-être un peu plus spirites, hein, de l'ordre, de ce qu'on appelle les anges, les esprits, pour la partie peut-être plus lumineuse, jusqu'au bas astral, jusqu'à des cas de hantise et de possession qui peuvent, aussi en fait nous partager des voix qui sont peut-être un peu plus effrayantes, un peu plus confrontantes. Et j'ai eu la chance ou la malchance, j'en sais rien, de vivre un peu l'éventail de ce spectre-là. Donc j'ai toujours un petit peu de mal à, à interpréter au quotidien tout ce que je perçois parce que je considère, et ça c'est plutôt de l'ordre philosophique, que, bah, la réalité avec un grand R, c'est finalement ce qui réussit à faire consensus, auprès de tout le monde et ces réalités invisibles, elles ne font pas consensus, en fait. Donc c'est très difficile de s'accorder réellement sur ce qu'on perçoit, sur ce qu'on ne perçoit pas. On est sur quelque chose de très subjectif. Comment voulez-vous, imaginer ce que je perçois? Alors c'est évidemment pareil pour moi, j'ai du mal à imaginer ce que vous voyez ou ce que vous percevez. Le ressenti va être très, très différent et c'est ça qui fait toute la richesse de l'invisible. C'est pour ça que finalement, cette voie de l'extraordinaire et de la spiritualité, elle est indispensable parce qu'on voit bien que cet éventail-là, bah, il peut nous être utile au quotidien déjà, mais on est tous concernés. On a tous ces capacités-là, hein, elles ne sont pas, Bien sûr. présentes chez certains et absentes chez d'autres. Voilà, c'est un petit peu des capacités qu'on peut plus ou moins développer, mais qui sont aussi naturelles, chez tout le monde. Donc, bah, c'est très intéressant effectivement de s'y confronter. Moi, je vois cet éventail-là, et j'essaie déjà de différencier ce qui est de l'ordre de l'émotion, du mental et de ce qui peut être, l'illumination, l'intuition ou quelque chose de très positif et heureux. Et puis je laisse de côté ce qui peut être un peu plus sombre ou un peu plus, confrontant. Mhm. Ok. Mm. J'aime bien poser la question aussi, combien de temps ça vous a pris pour pouvoir... Mais parce que je trouve très intéressant justement de montrer, souvent c'est un long cheminement, ça se fait Ah. pas du jour au lendemain. Ah bah, c'était un très long chemin et moi j'étais dans la marmite. Je suis tombé du coup dans la marmite à l'âge de 20 ans, 15 ans pour le début de mes perceptions, mais 20 ans réellement, avec l'INRES dans cette aventure finalement humaine où, chaque jour ou presque, ou chaque semaine ou presque, bah, je rencontrais aussi des personnes formidables ou des livres formidables ou voilà, où j'ai participé à des séminaires ou à des événements qui ont enrichi quelque part mon parcours. Donc j'ai eu quelque part cette chance-là, pour appréhender justement l'extraordinaire et je pense avoir mis, voilà, une quinzaine d'années finalement à réellement, y voir clair. Et je pense que ça passe par un travail psychothérapeutique indispensable. Ça peut paraître effectivement un mot un peu, un peu barbare pour certains, mais je pense que dans le domaine de la santé, on en a bien conscience. On est tous des êtres, blessés, on a tous notre, parcours, notre histoire et notre incapacité finalement à faire rayonner en fait l'être lumineux qui se cache en nous. On est parfois maladroit finalement sur cette voie et ça demande, bah, de bien connaître son histoire, de bien connaître ce qui nous fait souffrir, de faire attention justement à ne pas projeter cette souffrance, sur le monde, projeter ses schémas et ses raisonnements. Bien sûr. Donc l'accompagnement effectivement, des professionnels de santé, c'est même indispensable, hein, pour les psychologues cliniciens, pour tous les professionnels qui nous écoutent.
Mais je pense que ça l'est aussi finalement pour le commun des mortels, parce qu'on s'en rend pas compte, mais on projette énormément de choses. Et donc, on peut aussi, il y a un petit peu 2 voies, hein, dans l'époque très manichéenne qui est la nôtre. La voie effectivement du rationnel qui nous construit, une civilisation, une société et une science parfois extrêmement froide, hein, où l'existence n'est que matière et finalement tous ces sujets-là n'ont aucun fondement. Et puis aussi parfois une voie, très ésotérique, très nuageuse, où on s'invente de nouvelles illusions pour, finalement justement, comment dire? Ré enfin répondre, plus ou moins, maladroitement à nos propres fantasmes et à nos propres désirs. Donc il faut faire attention à cela. En tout cas, moi je prêche plutôt une voie de vérité, une vérité envers nous-mêmes et envers les autres. Et ça demande du discernement et le discernement, il vient forcément, forcément avec un travail sur nous-mêmes. C'est indispensable et moi, je pense que de 20 à 27 ans, grosso modo, j'ai appris à connaître mes perceptions. J'ai vécu aussi un certain nombre d'expériences, hein, que ce soit via mes documentaires ou d'autres choses qui m'ont appris à découvrir cet éventail de l'extraordinaire et puis de 27 à 35 ans, là, je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre, je me mets à mieux comprendre l'extraordinaire, mais en fait, je souffre toujours autant». Donc il faut faire autrement et c'est là, finalement, où je me suis davantage engagé sur, voilà, sur une voie de guérison et notamment en découvrant la mémoire cellulaire qui, pour moi, voilà, était une révélation de comprendre, justement, que nos mémoires nous influençaient, qu'elles soient, biologiques, qu'elles soient liées à nos ancêtres, qu'elles soient liées, à nos vies antérieures ou à d'autres choses. Et bien, voilà, quand on prend conscience de nos mémoires, hein, c'est ce que disent les sages, finalement une partie du karma, de nos schémas voilà, s'en va très librement et puis on peut aspirer à vivre mieux. Alors, c'est pas fini, c'est un chemin, c'est le chemin d'une vie sans doute, mais on voit à quel point ça peut être, utile au quotidien et c'est vrai qu'avec l'INRES ou Inexplorer, on reçoit tellement de messages de gens aussi qui nous confirment ça, que c'est utile finalement, hein, Ouais, de tout à fait. s'intéresser à l'extraordinaire et à la spiritualité, que c'est plutôt, voilà, encourageant. Hmm. Merci en tout cas. Et c'est vrai que moi j'ai rencontré aussi l'INRES dans la même quête de sens, je dirais. Et probablement, ouais, dans les premières interviews que vous avez fait, enfin, événements, conférences avec Stanislas Grof Mmh. et tout ce qui a suivi d'ailleurs, voilà, j'étais tombée par hasard, on va dire, entre guillemets, sur cette vidéo-là. Euh, je trouve que c'était peut-être un pari un peu fou en fait de l'INRES à l'époque, parce que ça remonte quand même à quelques années. Vous allez nous présenter un petit peu l'INRES, hein, mais Mmh. de mettre en lien le côté scientifique, psychologique, le côté spirituel, la conscience, etc. D'essayer justement, et c'est ça que je trouve chouette, justement, c'est de lier tout ça, d'essayer en tout cas de lier tout ça. Et voilà, est-ce que vous pouvez, voilà, peut-être nous présenter un petit peu l'INRES et puis le but de l'INRES et enfin comment ça a évolué finalement dans le temps, parce que ça fait quand même déjà quelques années. Bah, l'INRES, c'est simple, c'est un laboratoire d'idées, d'expériences, de recherche autour de l'extraordinaire, autour de toutes ces expériences effectivement de la conscience qui nous montrent qu'il existe une autre réalité, derrière le voile des apparences, comme je le disais tout à l'heure, et que cette réalité invisible, ou que ces réalités invisibles, elles façonnent quelque part le cadre du visible. Donc on a besoin effectivement de construire un nouveau paradigme qui puisse réconcilier visible et invisible, et c'était tout l'enjeu justement de l'INRES, c'est de créer un pont, de créer un lien entre science et spiritualité, de prendre aussi Heu, un point de vue plus global, hein, holistique, certains diront, sur le monde qui nous permet, de comprendre finalement comment l'ensemble des disciplines, scientifiques aussi, hem, peuvent s'encastrer finalement pour construire la réalité et comment on peut donner du sens à cette réalité? Parce qu'effectivement, certains nous diront, il y a la science d'une part et il y a la spiritualité d'autre part. Et c'est très vrai. La science n'a pas, comment dire, à se préoccuper quelque part de la spiritualité pour faire son travail. Mais une fois que ce travail est fait, ben, on a besoin finalement de lui donner du sens. C'est bien sympathique de savoir que la Terre, est plus ou moins ronde, qu'elle est constituée de continents et puis d'océans et cetera. Et on peut aller dans le détail
de manière très précise aujourd'hui. Mais après, comment on relationne quelque part avec cette planète? Comment on relationne avec les habitants de cette planète? Comment on relationne avec la nature? On a besoin d'un imaginaire collectif qui puisse, donner du sens finalement à nos existences et à nos vies. Et ça demande de créer un lien en fait entre les 2. C'est pas spécialement le travail de la science, mais c'est le travail de l'INRES de justement créer une passerelle entre, bah, des vérités établies dans le monde des sciences humaines, des sciences dures, de la physique, de la biologie et puis, bah, tout un tas d'expériences, sensibles qu'on peut vivre dans notre rapport au monde et qui, bah, nous montre que finalement, on n'est pas au courant de tout, en fait, dans cette réalité et qu'il reste des mystères et que le mystère, bah, moi, j'aime bien dire déjà que ça participe à nous rendre, humbles, hein et je pense qu'on a besoin d'humilité pour, construire ce nouveau paradigme et cet, imaginaire collectif. Parce qu'on vit dans une époque où on pense tout savoir sur tout et puis, bah, ça a tendance à nous rendre aussi extrêmement égoïstes, à nous couper justement de cette vie antérieure, à créer des relations, difficiles. Alors que quand on s'intéresse justement à ces sujets, bah, on a envie finalement de paix, d'harmonie, on retrouve des valeurs de collaboration, de coopération et quelque part c'est ça l'INRES, comment dire? Une voie d'étude sur l'extraordinaire et ça nous a amené à nous intéresser à la spiritualité dans ce qu'elle a de plus, vertigineux pour ça qu'on a monté, un média qui s'appelle Inexploré, avec un magazine, une plateforme de podcast, avec une web télé aussi, avec des documentaires, des reportages et tout un tas d'émissions, bah, qui nous permet de partager de l'information, en fait, sur ces sujets, hein. Que ce soit de l'ordre du témoignage, que ce soit de l'ordre de réflexion philosophique ou que ce soit, qu'on aime bien pratique, hein, cette philosophie, presque ancestrale, hein, qui nous invite non pas à faire courir le hamster dans notre petit mental, voilà très, très conceptuel et puis, voilà avec tout un tas de nouveaux concepts qu'on se crée chaque jour. Non, non, on parle d'une philosophie qui finalement nous aide à vivre mieux, chaque jour et ça, bah, c'est Inexploré, c'est le média qu'on a construit et qui, voilà est le prolongement de l'INRES, hein. On a vocation à accompagner les gens sur ces chemins-là et c'est ce qui nous a aussi, invités à construire une communauté de professionnels, notamment de professionnels de santé, qui ont pour mission d'accueillir l'extraordinaire chez nous avec une démarche d'intérêt général qu'on a gardée depuis les débuts. C'est-à-dire qu'on a un petit groupe de référents, de professionnels de santé, qui à la fois animent des supervisions, bah, pour, ces mêmes professionnels de santé, afin de se remettre en question justement sur le cadre clinique, hein, des expériences extraordinaires. Parce que quand on accueille justement un certain nombre de patients, ben, on peut se questionner justement. On n'a pas soi-même vécu, ces phénomènes. Alors déjà quand on les a vécus, ça peut être questionnant, mais quand on les a pas vécus, ça peut être difficile de les appréhender, de savoir ce qui est de l'ordre de la pathologie ou pas, de savoir ce qui est de l'ordre du bon conseil ou du mauvais et cetera. Et donc, bah, ces groupes de supervision ont pour, objectif, d'aider justement les accompagnants à s'y retrouver, à remettre en question leurs pratiques et puis, bah, il y a une mission d'intérêt général derrière tout cela, c'est celle d'écouter quelque part l'extraordinaire et on reçoit effectivement chaque semaine beaucoup de témoignages, de messages qui sont accueillis, soit par notre rédaction quand c'est simplement, un partage, soit aussi par ces professionnels de santé qui ont à cœur, je pense, de donner des conseils, des astuces pour, que chacun puisse intégrer au mieux l'extraordinaire. Parce qu'une expérience, psychospirituelle, par exemple, peut être bouleversante et ça peut mettre à mal, bah, voilà, notre relation de couple, notre cadre familial, notre voie professionnelle, enfin, ça peut être une remise en question terrible, comme l'est aussi, une nuit noire de l'âme et donc ces expériences extraordinaires-là, elles font parfois voler en éclats notre représentation du monde et c'est pour ça que on a gardé cette démarche d'intérêt général avec, des professionnels qui travaillent sur des réseaux, voilà, à destination des pros. Oui, oui, oui. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que vous avez donc deux types, il me semble, hein, de supervision. Donc il y en a qui sont vraiment destinés aux psychiatres, psychologues, etc. Et d'autres aux psychothérapeutes, hein. Vous faites Mmh. une petite distinction. Et je trouve très intéressant, effectivement, dans mon parcours, en fait, ce que je constate, c'est qu'il manque cruellement de formation pour les professionnels de santé.
les médecins que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger, bon, ont entendu parler, par exemple, des expériences de mort imminente par les médias. Mhm. Donc ça reste, voilà, il manque ce côté-là, ce qui fait que, bah oui, pour accompagner, pour moi ça c'est une évidence, hein, accompagner correctement quelqu'un, il faut mettre l'invisible et le visible en lien. Voilà, donc ouais, bah, c'est très chouette Oui, ça me rappelle ce que disait Pim van Lommel, qui est un scientifique néerlandais qui est venu aux conférences, hein, à l'INRES, et qui est l'auteur d'une étude sur les expériences de mort imminente. Et un jour, lors d'une conférence qu'il a réalisée sur le sujet, l'un de ses confrères l'avait interpellé pour lui dire bah, écoutez, vous racontez que des sottises, moi ça fait 40 ans que je fais ce métier, et puis jamais j'ai entendu parler des expériences de mort imminente par mes patients. Et justement, dans la salle de conférence, l'un de ses patients se lève, ce cher médecin, et lui dit, bah, écoutez, moi j'ai vécu une expérience de mort imminente, et vous êtes sans doute la dernière personne à qui je l'aurais confié, parce que effectivement, bah, en gros, ce médecin n'était pas du tout ouvert. Et quand on a une expérience aussi belle, aussi incroyable et aussi sensible à partager, bah, on a envie de le faire à des gens de confiance. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce cadre avec l'INRES et Inexplores, un cadre de confiance où on peut partager nos vécus, peu importe leur étrangeté, peu importe ce que ça a changé en nous. Et effectivement, on a à cœur d'ouvrir ce cadre à d'autres professionnels. Aujourd'hui, c'est plutôt orienté vers les psys, mais demain, ça le sera peut-être aussi vers les infirmières et bien vers les médecins pour justement qu'on puisse ouvrir le débat et qu'on puisse comprendre justement en quoi ces expériences, elles sont aussi vécues bah, dans des accidents de la route, par exemple, les expériences de mort imminente, on en parlait, ou dans des accidents quels qu'ils soient. Et finalement, comprendre ces expériences-là, c'est aussi aider les patients bah, voilà, à mieux sortir quelque part de l'hôpital ou de ce cadre clinique pour comprendre ce qu'ils ont vécu, les accompagner, trouver les bons relais, les bons livres à partager. Et ça, c'est indispensable dans l'accompagnement d'aujourd'hui. c'est clair. C'est clair. Bah, en tout cas, merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez envie voilà, d'ajouter quelque chose pour conclure? Euh, bah vous savez, ça fait depuis 2007 que je suis investi sur ces sujets-là et je me rends compte à quel point bah, ils peuvent nourrir nos vies, en fait. À quel point ça vient justement enrichir notre expérience de la réalité. Si nous sommes des êtres spirituels incarnés dans ce monde, c'est non pas pour rester dans une vision peut-être flyée ou perchée de l'existence, mais c'est pour spiritualiser quelque part la matière, c'est pour nous aider à réinventer le lien. Et si je parlais de ce lien tout à l'heure entre science et spiritualité, c'est parce que c'est aussi ce qui est au cœur de l'aventure de l'INRES et d'Inexplorer, c'est réinventer aussi le lien qui nous unit aux autres, à la nature, à nous-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, donner du sens, s'intéresser à l'extraordinaire, à la spiritualité, c'est avant tout cela, nous aider à renouer avec un lien qui soit un lien bienveillant, qui soit un lien d'amour avec le monde. Et on en a bien besoin. Donc, j'espère que nos travaux continueront d'être utiles pour nos lecteurs. Et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à l'INRES ou à Inexplorer, parce qu'on a besoin de vous pour continuer l'aventure de ce beau média. Oui, bah merci. Et je mettrai aussi bah, en lien toutes les informations. Voilà. Euh, et je voulais préciser aussi que, enfin, pour moi, c'est important par rapport aux professionnels de santé parce que, ben, en fait, ce sont souvent les premiers interlocuteurs. Si on prend toutes les expériences autour de la mort extraordinaire, il y en a plein. Et il y a une réelle omerta dans ce métier-là. C'est-à-dire que je me suis longtemps sentie seule et j'ai découvert qu'en fait on était beaucoup parmi les soignants à vivre des expériences extraordinaires. Très peu en parlent. Et moi j'invite vraiment voilà, les soignants à oser partager voilà, ce qu'ils vivent et venir vers vous et venir voir, découvrir les, les, les supervisions que vous faites parce que je pense que c'est vraiment utile. Quoi. Ouais, en général, quand les langues se délient et qu'on commence à se dire, ah oui, mais tiens, j'avais peut-être vécu ce phénomène-là qui était un petit peu bizarre, et puis ce patient-là, il m'avait raconté un truc. Bah, on se rend compte que finalement, l'extraordinaire est beaucoup plus présent
qu'on ne le pense, hein. Les pourcentages sont tous sur notre site, ou dans le manuel clinique, hein, des expériences extraordinaires aussi qui avait été édité chez Duno et les chiffres sont vertigineux. Il y a des milliers, des millions de personnes dans le monde qui ont vécu en France, qui ont vécu, ces phénomènes et effectivement, les premières personnes à qui on a envie d'en parler, ce sont aussi les accompagnants au sens large. Donc, il faut sensibiliser, ces milieux-là, c'est important. Donc, merci Audrey aussi pour tout le travail que vous faites. Mm. Merci beaucoup et bonne journée à vous. À bientôt. Bonne journée tout le monde. Vous écoutiez Expérienceur, un podcast entre science, conscience et spiritualité. Ou comment rendre visible l'invisible.